OK, pour les musulmans à haut revenu qui ont des problèmes de confiance dans leur relation de couple, je fais cette vidéo pour toi parce que franchement sur YouTube, j'ai vu plein de conseils qui, sont franchement pas très, très bons, mauvais, pas pratiques, qui vont peut-être même pas reconstruire tout court la confiance dans ton mariage et qui va te faire perdre du temps et de l'effort et de l'énergie. Et donc j'ai pas envie que ce soit ton cas, donc je vais te partager moi comment je fais pour reconstruire la confiance dans les couples que je suis et je pense que ça va énormément t'aider, Inch'Allah. J'avais un couple il y a quelques années qui était venu me voir, extrêmement toxique. La femme, juste avant qu'elle doit accoucher, elle a dit à son mari: «Moi, ça se finit, je pars, je vais pas rester une minute de plus dans la maison avec toi». Heu, L'insultait beaucoup: «Tu es un loser, je peux plus jamais te faire confiance, tu m'as trop trahi». Elle a dit: «Je vais prendre l'hôtel». Et à l'époque, c'était ma femme qui prenait les appels d'introduction, c'était mes débuts. J'avais pas encore des assistants et des assistantes et des thérapeutes dans le cabinet comme maintenant. Donc je me souviens, elle avait pris l'appel et après elle m'avait dit, elle m'a dit: «Oh purée, ce couple, bonne chance. Ce couple, il va pas être facile». Et donc ils sont venus avec toutes les difficultés qu'ils avaient et justement on a suivi les recommandations que je vais vous donner là-dedans et figurez-vous qu'au bout de 10 jours, ma femme, elle est revenue me voir, elle m'a dit: «Oh, est-ce que c'est le même couple?» Parce qu'ils étaient tellement amoureux qu'ils criaient leur amour sur tous les toits, ils se disaient partout qu'ils s'aimaient énormément et cetera. Donc il y a eu un changement radical dans ce couple, grâce à ces choses-là. Donc en fait, bien sûr grâce à Allah, plus que ces choses-là, mais par ces choses-là, Allah leur a permis de retrouver la confiance dans leur couple. Donc comment faire? Je vais t'expliquer ça sans détour, je veux que ce soit concret. Ça va te prendre probablement 20 minutes de tout regarder, donc s'il te plaît, concentre-toi. Ou alors, te concentre surtout pas si tu veux continuer à être dans la méfiance et ne pas pouvoir te projeter dans le futur et continuer à souffrir dans ton mariage et perdre ton argent, ton patrimoine, tout ce que le travail que tu as fait, que tu as fondé sur ta sueur, tes enfants, ta famille, tout. Et pour les autres, ceux qui veulent pas que ça arrive, qu'ils regardent cette vidéo, Inch'Allah. Donc, du coup, la principale raison pour laquelle ça fonctionne pas et que tu n'arrives pas à reconstruire la confiance, c'est que tu as cette fausse croyance que pratiquement tout le monde a, qui est que la confiance c'est quelque chose de rationnel. C'est comme si c'était un calcul. Ok, j'en conclus par ma réflexion que je peux pas faire confiance à cette personne-là. Chose qui est totalement fausse et je vais vous donner la vraie raison. Mais quand tu vois les conseils que tu vois sur YouTube, souvent c'est quoi? C'est remplir des petites promesses, reconstruire la confiance petit à petit. Certains thérapeutes de la tradition cognitive et comportementale, ils vont même vous dire participer à des jeux, laisse-toi tomber, laisse ton partenaire te rattraper, faites des promenades, les yeux bandés, des choses comme ça. Et c'est censé reconstruire la confiance, etc. Ok, très bien. Et la vérité, c'est que si tu crois ça, ce que tu vas probablement faire, c'est que tu vas essayer de convaincre ton partenaire de te faire confiance. Donc, tu vas essayer de venir avec des arguments rationnels. Oui, regarde, tu peux me faire confiance parce que X, Y, Z. Tu vas essayer de ramener des preuves. Et en fait, tu vas sûrement pas réussir à reconstruire la confiance. Peut-être que ce sera encore pire. Tu vas passer, tu sais, pour ce charlatan-là qui dit: «Ouais, regarde, mon produit, il est trop bien, il a telle spécificité», et la personne ne te refera jamais confiance. Donc voilà la vérité. La vérité, c'est que la confiance, c'est une réponse automatique du système nerveux. C'est pas quelque chose qui se contrôle. Tu peux vouloir faire confiance à quelqu'un et ne pas réussir à faire confiance parce que c'est une réponse automatique du système nerveux. Ton système nerveux te dit non, nope, nada. Et ça peut être le contraire. Tu peux ne pas vouloir faire confiance à quelqu'un, mais ton système nerveux, il va faire confiance à cette personne. Il va te dire non, nope, nada. Des fois, on voit des couples comme ça, des femmes qui encore et encore et encore et encore, la confiance ne part jamais alors que l'homme fait tout et n'importe quoi. Et on voit l'inverse aussi. On voit des femmes qui veulent faire confiance à leur partenaire qui n'y arrive plus et qui souffrent énormément. Donc il faut comprendre comment fonctionne le système nerveux, le cerveau, il faut que tu comprennes comment le cerveau t'aide à survivre, et c'est très simple, ton cerveau c'est une machine à prédiction. Parce que pour survivre, il faut que ton métabolisme, ton métabolisme, c'est ton corps en gros. Ton corps, il a besoin de tout un tas de choses pour survivre, il a besoin d'eau, d'air, d'oxygène, de sucre, de sel, de protéines, de graisse, de tout un tas de choses, et il faut qu'il reste à l'équilibre, il faut que tu aies toujours suffisamment de ce dont tu as besoin. Quand tu commences à manquer de quelque chose, tu es en risque de mourir. Quand tu as trop de quelque chose, c'est une overdose, tu es en risque de mourir également. Tu dois toujours rester à l'équilibre. Donc ton cerveau, c'est un organe qui a des branches dans tout ton corps pour garder des informations et voir si tu es à l'équilibre ou pas. Et en fait, ton cerveau, son objectif, c'est toujours d'essayer de te ramener à l'équilibre pour que tu puisses survivre. Et comment est-ce qu'il fait ça? Il prend des informations sur le présent, sur le passé, et il fait son petit calcul et il fait une prédiction sur qu'est-ce qui va probablement arriver dans le futur. Donc il va essayer de voir, est-ce que dans le futur, je vais être en déséquilibre ou pas? Et si oui, quelles sont les actions que je dois faire pour réussir à rester en équilibre ou retrouver l'équilibre. Et donc ton cerveau, il fait tout le temps ces prédictions-là. Il prend des informations du présent, du passé, pour faire la prédiction la plus probable de ce qui va se passer. Et concrètement, bah, dans ton mariage, c'est la même chose. En fait, ton cerveau, il prend des informations du présent, du passé. Et si majoritairement dans ton passé, eh ben, toi, tu as donné une mauvaise expérience à ton partenaire, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ton cerveau, il va dire, enfin, le cerveau de ton partenaire, il va faire la prédiction que la prochaine expérience avec toi, ce sera probablement une mauvaise expérience. Si c'est l'inverse, si
dans les informations du passé, le cerveau de ton partenaire a retenu plus de bonnes expériences, il fera automatiquement la prédiction qu'il y aura probablement une bonne expérience avec ton partenaire, que la prochaine expérience avec ton partenaire, ou avec toi, du coup, parce que c'est le cerveau de ton partenaire, ton partenaire, son cerveau fera la prédiction, s'il y a plus de bonnes expériences que de mauvaises, il y en a beaucoup plus, en tout cas, s'il se souvient plus des bonnes expériences que des mauvaises, ça c'est un truc, mais ça on ne parlera pas de ça aujourd'hui, il fera la prédiction logique, même pas logique, la prédiction automatique que la prochaine expérience avec toi sera bonne. Donc en fait, ça veut tout simplement dire que si aujourd'hui il n'y a plus de confiance dans ton couple, c'est que majoritairement, les expériences que tu as données à ton partenaire étaient mauvaises, et donc il faut réussir à redonner des bonnes expériences. Voilà, tu comprends comment fonctionne la confiance, félicitations. Si tu arrêtes cette vidéo maintenant, tu auras appris un truc sympa, tu pourras retourner dans ta vie de tous les jours, et tu auras une meilleure culture générale à parler à tes collègues du bureau. Mais évidemment, c'est encore insuffisant pour que tu puisses mettre tout ça en application, donc je vais te donner maintenant ma méthode pour comment utiliser ça pour changer ta vie et remettre la confiance dans ton couple. Encore une fois, si tu veux pas sauver ton couple et si tu veux continuer à souffrir dans ton mariage et perdre ta famille, tu peux partir de cette vidéo. Sinon, tu peux rester et je vais t'expliquer comment faire. Donc, premièrement, d'abord parlons, alors je sais que ça paraît pas lié, mais si vous voulez partir, vous pouvez partir, sinon vous pouvez rester parce que je pense que c'est lié et vous avez besoin de comprendre ce truc-là, ça c'est très important. Quel est ton rôle? Ça, c'est une question qui est un peu ambiguë. Et en général, quand tu vas demander ça à un musulman, il va dire, moi, mon rôle, je le connais grâce à mes droits et devoirs dans l'islam, les droits et devoirs des époux et des épouses en islam. Et en fait, la raison pour laquelle cette question est ambiguë, c'est tout simplement parce que, en tant que mari ou en tant que femme dans un couple, en fait, tu as plusieurs casquettes. Tu n'as pas que la casquette de amant, de partenaire amoureux. Tu as aussi la casquette de leader pour le mari et la casquette de follower pour la femme. Tu as la casquette de parent et tu as la casquette d'amant. Et donc, en fait, ton rôle, il change en fonction de quelle casquette on parle, quelle mission on parle. Si on parle de ta mission de leader et de follower, oui, il faut que tu vois les droits et devoirs des époux en islam. Et si on pense à tes rôles en tant que parent, il faut que tu sais que tu vois les devoirs en tant que parent. Mais globalement, ton rôle, on pourrait le résumer en disant que ton rôle en tant que parent, c'est de remplir les besoins de qui? De tes enfants. Maintenant, si on regarde ton rôle en tant qu'amant, c'est important, change ta manière de voir ton rôle. Ton rôle, tu te disais, c'est quoi mon rôle en tant qu'amant en fait? J'ai un rôle en tant qu'amant, ou en tant qu'amante. C'est quoi mon rôle? C'est remplir les besoins de mon partenaire, donner une bonne expérience à mon partenaire, et réguler son système nerveux. Et en fait, ces trois trucs-là, c'est la même chose. Remplir les besoins de ton partenaire, c'est donner une bonne expérience à ton partenaire, et c'est réguler son système nerveux. Quand tu remplis les besoins de ton partenaire, tu régules son système nerveux. Quand tu régules son système nerveux, tu lui donnes une bonne expérience. Et ouais. Donc là, tu comprends un peu mieux. Et donc, qu'est-ce que c'est que remplir les besoins? Donc, en fait, j'aurais dû le mettre dans cet ordre-là. Tu remplis les besoins, ça régule ton système nerveux, ça donne une bonne expérience. Voilà ta mission en tant qu'amant. C'est pour ça que ton partenaire est avec toi. Si tu fais pas ça, ton partenaire n'a pas de raison de rester avec toi. Pourquoi il resterait avec toi? Parce qu'un leader, un follower, il peut en trouver un autre, et il peut être un parent, il n'a pas besoin de toi pour être parent. Bah si, un petit peu, maintenant. Mais il aurait pu très bien prendre quelqu'un d'autre pour être parent. Donc, s'il a choisi toi et pas quelqu'un d'autre, si elle a choisi toi et pas quelqu'un d'autre, c'est parce que tu es censé faire ce travail-là. Ouais. Et donc, pour ça, il faut que tu remplis les besoins. Et les besoins, il y a trois grands besoins qu'on appelle les besoins d'attachement. Trois grandes catégories de besoins. Le premier, c'est les besoins de présence. Donc, c'est que ton partenaire a besoin de voir que tu seras là pour lui ou elle. Besoin de présence. Ça, c'est relativement simple. Mais donc là, tu comprends, si dans le passé, tu as une histoire de ne pas être là pour ton partenaire, ça produit une mauvaise expérience, le cerveau de ton partenaire, il va prédire que tu ne seras pas là dans le futur. Donc tu dois changer ça en étant très présent. Et jusqu'à ce que la balance, elle tombe du côté de la bonne expérience et que le cerveau, ton partenaire, automatiquement fasse la prédiction que tu seras là dans le futur. Besoin d'engagement, donc pendant le besoin d'importance, d'engagement, peu importe comment on dit, ton partenaire, il a besoin de savoir que tu es important. Enfin, qu'elle est important ou qu'il est important pour toi. Donc, si par le passé, tu lui as pas montré cette chose-là, ton partenaire a eu une mauvaise expérience majoritairement, et il prédit que ça va continuer dans le futur. Donc il faut que tu montres, que tu spammes cette chose-là, que tu montres énormément que ton partenaire est important pour toi, jusqu'à ce que la bonne expérience, elle remporte sur la mauvaise expérience, et que son cerveau fasse automatiquement la prédiction que ça n'arrivera plus, et qu'il se sentira important ou importante pour toi. Et le plus dur des trois, vraiment, c'est ce truc-là, le besoin de réponse, responsiveness. Donc ça touche à la capacité à répondre aux besoins de ton partenaire et à sa détresse. Parce qu'en fin de compte, si tu es présent, et que ton partenaire il est important pour toi, mais que tu n'es pas capable de répondre à son besoin, à sa détresse, à quoi ça sert? Donc ce truc de réponse-là, il est important. Il faut que tu montres que tu seras présent, que ton partenaire est important pour toi, mais aussi que tu seras capable de répondre à son besoin. Et là, c'est un peu plus technique, parce que le besoin chez l'être humain, il est très différent d'une personne à une autre. On rappelle qu'est-ce que c'est qu'un besoin. Le métabolisme, parfois, il peut être dérégulé, c'est-à-dire que soit il va manquer de quelque chose, soit il aura trop de quelque chose. Quand le métabolisme, il manque de quelque chose, il a trop de quelque chose, il a besoin d'être régulé. Ça, c'est ce qu'on appelle un besoin. Dès que ton métabolisme, il a besoin de retrouver l'équilibre, soit par le haut, soit par le bas, c'est un besoin.
Ok, c'est clair? Sauf qu'on a tous une histoire différente de comment est-ce que notre métabolisme a été régulé. Et comme j'ai dit, notre cerveau, c'est une machine à faire des prédictions. Donc notre machine à prédiction, notre cerveau, il va retenir comment dans le passé on est retourné à l'équilibre. Qu'est-ce qui a fait qu'on est retourné à l'équilibre dans le passé? Et le cerveau, il va demander plus de ça. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de chercher autre chose. Donc ton cerveau, il a une histoire. Le cerveau de ton partenaire, il a une histoire de comment est-ce que ses besoins ont été remplis dans le passé. Comment est-ce qu'il est retourné à l'équilibre. Et c'est ce type de choses-là que ton partenaire va préférer ou que toi, tu vas préférer. Et donc ça veut dire que d'une personne à une autre, tu auras des besoins qui sont différents. C'est pour accomplir le même objectif à chaque fois, c'est pour retrouver l'équilibre. C'est le même objectif. Malgré tout, les besoins ils vont être différents à cause de l'histoire de toi ou du partenaire. Et donc c'est un peu plus technique parce que il n'y a pas forcément un schéma universel qu'on peut donner. Moi je vais te dire comment je fais ça dans la pratique. Et il n'y a pas non plus de théorie du besoin universel qui marche très très bien. C'est encore des choses qui sont en recherche. Crois-moi, je me renseigne beaucoup sur ça. J'essaye beaucoup de percer ce mystère-là parce que c'est important. Mais actuellement, tu n'as pas une théorie scientifique super belle et harmonieuse au sujet de qu'est-ce que c'est que le besoin humain. Donc on doit faire avec on doit un peu se débrouiller, c'est de la débrouillardise. Mais on a quelques outils qui peuvent t'aider à naviguer. C'est clairement la chose la plus dure. Et donc moi, je me sers beaucoup du modèle de Willard Harley, qui lui, dans son expérience, il a vu que dans une relation de couple, donc là on parle typiquement dans un couple, dans un mariage, il y a 10 grands besoins qui reviennent souvent, donc c'est juste une observation par l'expérience. Et donc ce sont les besoins suivants: l'affection, la satisfaction sexuelle, l'attirance physique, la récréation, le soutien financier, l'investissement familial, la transparence et l'ouverture d'esprit, la conversation intime, l'admiration et le soutien ménager. Donc l'affection, c'est clair. Satisfaction sexuelle, c'est clair. Attirance physique, c'est clair. Récréation, c'est avoir besoin d'avoir des moments amusants avec le partenaire qui sont pas forcément sexuels. Soutien financier, c'est être aidé financièrement, c'est clair. Investissement familial, c'est le sentiment de fonder une famille avec le partenaire. Transparence et ouverture d'esprit, c'est le sentiment de pouvoir être soi-même avec le partenaire. Conversation intime, c'est pour avoir des conversations longues et agréables au sujet de tout et n'importe quoi avec le partenaire. Admiration, c'est le besoin d'être respecté, complimenté et admiré. Et soutien ménager, besoin d'aide à la maison avec un peu tout et n'importe quoi. Donc ça, d'après Willard Harley, c'est les 10 grandes catégories qui retrouvent dans les mariages de besoins. Et tu as compris, en fonction de l'histoire de ton partenaire, ces besoins-là, ils vont être différents. Mais ça, c'est quand même utile. C'est utile pourquoi? C'est utile pour t'aider à naviguer, pour essayer d'avoir des repères, pour essayer de voir globalement dans quelle catégorie ce qui va réguler ton partenaire et va lui produire une bonne expérience se trouve. D'accord? Donc en général, c'est dans une de ces 10 catégories. Mais tu n'as pas une règle générale qui dit il y en a un qui est tout le temps là chez tel type de personne. Ça, c'est lié à l'histoire de ton partenaire, c'est lié à son tempérament, sa biologie, ça peut être lié à tout un tas de choses. Et ça, il n'y a pas de choses générales qu'on peut donner. Donc tu es obligé de te débrouiller avec ces grandes directions, ces grandes lignes. Et en tout cas, juste n'oublie pas que le plus important, c'est pas tellement ces trucs-là. Ça, c'est juste pour t'aider. Le plus important, encore une fois, c'est que tu produises une bonne expérience chez ton partenaire. Et ça, c'est comment? C'est en remplissant certains besoins. Ça, c'est le plus important. Donc, si à la fin, toi, tu veux pas t'aider de ça, tu trouves que ça ne sert à rien et tu veux juste te repérer sur ton expérience ou par le dialogue ou par la communication, tu peux. On va dire ça va quand même t'aider à trouver plus vite quelles sont les choses qui vont pouvoir aider ton partenaire. Et là, je te dis rapidement un truc parce que j'ai beaucoup de clients. Comme vous savez, j'ai des musulmans très performants, à haut revenu, à haute carrière, grosse influence, entrepreneur, etc. Donc souvent, j'entends des clients me dire « Ouais, en fait, j'essaye de remplir les besoins de ma femme, mon mari, mais c'est jamais assez. On en veut toujours plus. J'ai pas le temps, je suis trop occupé, j'ai l'impression que c'est jamais assez ce que je fais. » Et en fait, si c'est le cas, il faut que tu distingues deux choses. Est-ce que ton mari, quand il te dit qu'il ne sait pas assez, est-ce qu'il a besoin de plus ou est-ce qu'il désire plus? S'il a besoin de plus, ce que ça veut dire probablement, c'est que c'est pas le manque de temps le problème. Le problème, c'est que tu essaies de remplir le mauvais besoin. C'est que tu fais pas les bonnes choses pour remplir son besoin. Parce que si tu trouvais le bon besoin, même un tout petit peu, ça ferait énormément de bien à ton partenaire. Nous, notre expérience, c'est ça. Quand tu fais un tout petit peu, une fois que tu as le bon besoin, c'est bon, la frustration, elle disparaît. Donc, tu n'as pas une frustration chez le partenaire. Donc, si tu vois que ton partenaire, il a besoin de plus, là, ça veut dire que tu n'es sûrement pas sur le bon besoin, il faut que tu arrives à changer tes actions. Tu ne prends pas de la bonne manière, tu t'essayes pas de remplir la bonne chose. Si tu as un partenaire qui désire plus, c'est-à-dire globalement il est satisfait, mais il est excité d'en avoir plus, etc., là tu es probablement sur la bonne route, c'est que tu as trouvé le bon besoin. Et en général, si c'est le cas, d'ailleurs, ça fait pas de conflit. Les gens qui désirent plus, ils sont très patients, etc., parce qu'ils n'ont pas cette frustration. Cette frustration, elle vient d'un manque quand le bon besoin n'est pas rempli. Donc, si tu es parmi ces clients-là, très souvent, moi, ce que je fais, c'est que souvent, ils sont têtus, ils disent non, c'est parce qu'elle n'est jamais satisfaite, c'est son éducation, ta. Mais la vérité, c'est qu'une fois qu'on change ces trucs-là, ils se rendent compte que non, en fait, c'est pas une question de plus de temps, c'est une question de comment tu passes ce temps. Et en général, ils passaient pas ce temps à remplir le bon besoin. Donc, c'est ça que tu dois changer si tu es dans cette configuration-là. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est que j'essaie de trouver les deux besoins les plus importants. Et une fois que je trouve les deux besoins les plus importants, je spam les deux premiers, je m'occupe pas du reste, et ça suffit pour remettre l'amour, la confiance dans la relation de couple. Maintenant, juste une réponse pour les féministes et vous savez, les pimps, là, ceux qui regardent beaucoup les vidéos Red Pill, tout ça là. Je sais qu'ils vont regarder ce truc-là, ils vont dire, alors les féministes, elles vont me dire, ouais, en fait, tu me demandes d'être l'esclave de mon mari, c'est ça.
Ils vont dire: «OK, moi je veux pas ce rôle-là, ce rôle de donner une bonne expérience à mon mari, je veux pas, parce que ouais, tu me demandes quoi? Tu veux que je sois un esclave, une esclave». Et pour les gars qui sont un peu orientés red pill, masculinisme et cetera, traditionnalisme, casa casa là, eux, ils vont te dire: «Non, ou non, tu me demandes d'être un nice guy, d'être un simp». Ils vont utiliser ce genre de termes. Ça, c'est parce que votre cerveau, il a été intoxiqué par, toute cette question du pouvoir, le pouvoir dans le couple et cetera. La vérité, c'est que ça, c'est un peu des sornettes. En fait, on s'en fiche du pouvoir. Ton rôle en tant qu'amant, si ton partenaire t'a choisi, c'est parce qu'il veut une bonne expérience. Si tu donnes pas de bonne expérience à ton partenaire, franchement, pose-toi des questions. C'est pas très digne quand même de te dire que ton partenaire, il n'a pas une bonne expérience avec toi. Ça doit te poser des questions sur qui t'es. Et je dis surtout pas que tu dois être une esclave ou un nice guy. Non. Au contraire, le fait d'être quelqu'un qui... Donc un nice guy, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit tout le temps oui. Une esclave, c'est quelqu'un qui dit tout le temps oui aussi. Non, ça, c'est pas ça qui va faire gagner l'amour de votre partenaire. Non, et c'est pas ça qui va construire la confiance. Déjà, les nice guys, souvent, pourquoi est-ce qu'ils sont pas attirants sur le marché? Parce que c'est vrai que les études elles montrent que les nice guys ils sont pas très attirants. Après, t'as les bad boys aussi. Les gens ils pensent, oui, les bad boys c'est eux qui attirent. Les bad boys aussi sont pas très attirants sur le marché. Ceux qui sont attirants, c'est les alpha mâles. Et alpha mâles, donc ça, il y a des études, c'est pas des trucs à YouTube, il y a des études qui ont été menées par des spécialistes, David Buss, etc. Il y a même des laboratoires qui étudient ça. C'est vrai que l'alpha mâle, généralement, il est plus séduisant. Alpha mâle, c'est pas quelqu'un qui, comme le bad boy qui s'en fout de l'expérience de l'autre, et c'est pas quelqu'un comme le nice guy qui dit oui à tout. L'alpha mâle, en général, c'est quelqu'un qui a des principes, qui vit selon ses principes, qui a son cadre, ses limites, et qui veut le bien pour son partenaire et qui veut que son partenaire ait une bonne expérience. Donc, le nice guy, il produit pas une bonne expérience à son partenaire, et c'est pour ça que le nice guy, il est pas attirant et que le nice guy, il s'en sort mal dans le marché du mariage. Et la vérité, c'est que des fois, dire non, ça peut produire une bonne expérience, pour plein de raisons. Des fois, déjà, ton partenaire, il va te poser une question, mais ce sera un test. Donc, tu vas dire oui, mais en fait, il attendait pas un oui, il attendait un non. Des fois, sur le court terme, un oui peut produire du plaisir, mais sur le long terme, ça va produire quelque chose de désagréable. Donc, il y a cette question de la gratification immédiate. Parfois, il faut voir le long terme. Et voilà, et parfois non, ça peut même être excitant, hein, ça peut être excitant, ça peut être une bonne expérience que quelqu'un te dise non. Et l'autre raison pour laquelle tu ne dois pas dire oui à tout, c'est parce que n'oublie pas que tu n'es pas juste un amant, tu es aussi un leader ou un follower, tu es aussi un parent. Donc tu dois voir les choses de manière plus compréhensive, pas juste voir jusqu'au bout de ton nez. Donc parfois, tu dois aussi ne pas faire de compromis, tu ne dois pas compromettre sur ton rôle de parent ou ton rôle de leader. Maintenant, comment est-ce que tu sais quand est-ce qu'il faut dire oui et quand est-ce qu'il faut dire non? C'est quoi le truc que tu peux utiliser? Moi, personnellement, ce que j'utilise et qui m'a toujours réussi, c'est que je me dis, bon, je suis quelqu'un de tolérant, généreux et qui veut le bien de mon partenaire. Donc quand ça touche mon droit à moi, on va dire que mon partenaire me demande quelque chose qui est bon, qui est pas haram, qui est halal, mais ça peut toucher mon droit à moi. Par exemple, mon partenaire est invité à manger chez une copine en pleine journée, entre sœurs. Ma femme quoi. Bah oui, ok, pourquoi pas. Même si j'avais prévu de sortir et faire une balade avec toi et que je voulais faire une balade avec toi. Si vraiment je vois que mon partenaire, ma femme, a envie de le faire, oui, ok, pourquoi pas. Je peux renoncer à mon droit, il n'y a aucun souci. Sur ces choses-là, je suis tolérant, j'ai tendance à dire oui. Par contre, quand ça touche au droit d'Allah, je suis intraitable. Je suis inarrêtable. Non. Si ça touche le droit d'Allah, c'est un non ferme. Et si le non est refusé, c'est une colère pour Allah. Et ça, en fait, ça marche super bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le partenaire il voit ça, il n'est pas frustré contre toi. Il sait très bien que tu fais ça par principe. Et au contraire, ça ramène le respect, parce que tu fais ça par principe en tant que croyant. Et en plus, en général, c'est même pas tellement de frustration, parce que nous, les autres, les croyants, on sait que quand c'est pour la religion, ok, des fois on a cette mini frustration, mais on sait accepter pour la religion. On sait accepter pour notre Seigneur, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, on va dire, c'est la règle d'or. Si toi, tu as un problème avec ça, tu sais pas quand dire oui, quand dire non. Moi, mon conseil, c'est soit généreux, soit quelqu'un d'affectueux. Quand ça touche ton droit, dis oui. Il n'y a pas de souci. Et dès que ça touche le droit d'Allah, sois inarrêtable, sois ce roc, cette montagne qui garde ta famille, le droit d'Allah. Voilà. Et donc ça te donne un peu les étapes pour que tu puisses remettre la confiance dans ton mariage. Je précise que ça peut peut-être te prendre un peu de temps. Alors je t'ai dit, moi j'ai réussi à le faire plusieurs fois en 10 jours. Mais bon, nous on faisait aussi des sessions, dans la session de thérapie, on produisait des bonnes expériences, on faisait tout un travail. Donc ça va peut-être te prendre du temps. Donc moi, ce que je vais te demander de faire là, c'est que je vais te demander de t'engager à suivre ces étapes-là pendant 6 mois. Pendant 6 mois, tu vas essayer quotidiennement de donner une bonne expérience à ton partenaire. Et n'abandonne pas avant 6 mois, parce que des fois ça peut prendre du temps. Tu n'es pas accompagné par des experts comme nous qui savons comment prendre des raccourcis et faire les progrès rapidement. Donc engage-toi à le faire pendant 6 mois, et si pendant 6 mois, si au bout de 6 mois on va dire que tu n'as pas eu de résultat, là à la limite abandonne ou change de stratégie, ok. Mais engage-toi au moins à le faire pendant 6 mois parce que tu n'auras pas forcément des résultats tout de suite. Et c'est normal, hein. Peut-être qu'aujourd'hui la balance de ton partenaire elle est beaucoup dans la mauvaise expérience, donc il faut un peu de temps avant que le cerveau, le système nerveux, il enregistre la bonne expérience pour que la prédiction soit bonne. Et voilà. Et aussi, je précise que si actuellement tu as des conflits,
c'est problématique. Si tu as des conflits, ce qui va se passer, c'est que tu vas produire des bonnes expériences, mais tu vas aussi produire beaucoup de mauvaises expériences avec ton partenaire. Et donc, en fait, tu vas jamais réussir à reconstruire la confiance parce que à chaque fois que tu vas reproduire 3 bonnes expériences, tu vas en faire 3 mauvaises expériences. Donc, en fait, tu vas jamais avancer. Donc, si tu as un conflit, il faut que tu traites le conflit. Je vais te dire comment faire dans un instant. Mais avant ça, partage en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Partage aussi cette vidéo à ton partenaire pour que ton partenaire puisse voir cette chose-là et faire ce travail avec toi, pour que tu ne sois pas le seul ou la seule à faire ce travail sur ton couple. Et donc oui, donc si tu es coincé dans un conflit, comme je t'ai dit, tout ça, ça te servira à rien parce que tu vas juste saboter ce travail de reconstruction de confiance. Et à ce moment-là, regarde la vidéo qui s'affiche à ton écran, je te montre comment je fais pour stopper les conflits dans les couples en suivant 3 étapes assez simples, on va dire, c'est pas très simple, mais assez simple. Et comment j'arrive à le faire en général, quasiment tout le temps, en moins de 30 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, clique sur la vidéo à l'écran, salam alaikum.